nous abordons ce soir notre dernier cours, après le marathon que nous avons suivi les 13 dernières fois. Ce sera donc un cours de conclusion. J'espère qu'après ces cours, nous sommes un peu plus philosophes. Je dis bien nous parce que vous avez reçu quelque chose et moi aussi j'ai reçu quelque chose. Vous savez, c'est le grand secret à la fois de la pédagogie et puis de l'échange spirituel, c'est que au niveau matériel, quand je vous donne 10 francs pour acheter une grosse quantité de malabars, je perds les 10 francs et je récupère les malabars. Par contre, lorsque je vous dis quelque chose, non seulement je ne perds pas ce que je vous ai dit, en échange de ce que vous recevez, mais en plus, je m'enrichis de vous le dire. D'où l'importance, lorsqu'on connaît une vérité, de ne jamais la garder pour soi, mais de la transmettre le plus possible. Alors, comme toute bonne conclusion, je dis ça pour ceux qui ont des devoirs à faire éventuellement en philosophie, toute bonne conclusion a 2 parties. La première qui doit être rétrospective, une espèce de sommaire, et la deuxième plus prospective, un petit peu en ouverture. Alors d'abord, on va tenter, et c'est davantage ça qui nous retiendra, une rétrospective sur le chemin parcouru. Nous avons travaillé ensemble. Je veux dire que une des choses les plus importantes dans notre travail, c'était la fidélité, semaine après semaine. La condition de la fécondité, c'est la fidélité. Si on a réussi à petit percevoir des choses, c'est d'avoir travaillé régulièrement. Et je crois qu'ensemble, nous avons fait une véritable expérience intellectuelle. Et je pèse bien mes mots. Une véritable expérience intellectuelle qui en même temps est je pense pour pas mal d'entre vous, une véritable aventure. Parce que les panoramas philosophiques, les horizons philosophiques n'étaient pas véritablement des horizons fréquents. Alors je sais bien que pour beaucoup, l'aventure était assez fatigante et je crains bien que bien souvent les montées aux annapurnas de la philosophie étaient tellement fatigantes que vous ayez quelques difficultés à pouvoir goûter les paysages en arrivant au sommet. Mais je pense qu'en reprenant paisiblement, vous découvrirez que les efforts sont payés, mais qu'il faut passer du temps pour se rendre compte des fruits qu'on a pu porter. Alors, je pense que l'expérience intellectuelle que nous avons fait ensemble est quelque chose d'extrêmement précieux, parce que finalement peu fréquent aujourd'hui. Notamment parce que le discrédit est jeté comme systématiquement sur la capacité qu'a l'intelligence d'atteindre la vérité. Et que c'est un petit peu ce qu'on a essayé de voir ensemble. Cette potentialité qu'il y a en nous de nous ouvrir au vrai et de nous laisser féconder par le vrai. Je pense que tous, chacun d'entre nous, à différents niveaux, nous avons pu goûter quelques vérités. Alors, vous savez, c'est une graine qui tombe dans une terre porte un fruit différent selon la terre. Il n'y a pas 2 graines qui portent le même fruit. Jamais. L'important, c'est pas de dire j'ai compris les choses, j'ai pas compris la même chose que mon voisin, peu importe. Je ne demande pas que vous ayez compris tout à fait le contraire, ça serait mauvais signe. Mais je pense qu'en même temps, il y a un ensemencement qui est différent et que c'est ça qu'il faut d'abord accueillir. Et que le fait de découvrir que vous pouvez, par votre intelligence, saisir un certain nombre de vérités, vous établit dans une espérance. Ça fait penser, vous savez, c'était le Sartre des derniers jours. Vous savez qu'on a 3 interviews de lui dans le Nouvel Observateur qu'il avait donné à Benny Lévy en mars 80, donc juste avant de s'étendre, et de s'étendre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il dit, Jean-Paul Sartre dit, quand je relis mon œuvre, je me rends compte de sa cohérence, mais je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose d'essentiel que je n'y ai pas introduit. C'est l'espérance. Très étonnant ça de la part de Jean-Paul Sartre, se rendant compte à la fin de ses jours que, alors que toute sa philosophie est une philosophie profonde de la désespérance, du bouclage sur soi, ultimement de l'absurdité, mais de l'absurdité qui vient miner le cœur même de l'homme dans sa relation à autrui. Jean-Paul Sartre est à la source, je ne sais combien de types de suicides. Eh bien,
à la fin de son cheminement, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été en recherche, quelqu'un qui a toujours été extrêmement attentif, extrêmement soucieux de la vérité, eh bien lui-même s'est rendu compte que l'espérance faisait partie des catégories fondamentales structurant l'agir humain. Nous sommes tendus vers quelque chose, et je pense que le fait de découvrir que nous pouvons atteindre la vérité fait partie de l'espérance qui peut exister en nous. Fait partie donc des raisons d'espérer. Attention, c'est pas une espérance qui est orgueilleuse. Le fait d'avoir découvert qu'on peut atteindre des vérités, ça ne nous rend pas créateurs de vérité. Il n'y a pas de prométhéisme. Au contraire, je pense qu'on a découvert que la vérité se conquiert à la pointe de l'humilité. Et je prends l'humilité non pas au sens chrétien du terme, mais au sens étymologique, même si un philosophe comme Aristote ignorait ce qu'était l'humilité. L'humilité a quand même été introduite en terre chrétienne. Reste que ça a un sens naturel, à savoir que l'humilité, c'est le retour à l'humus. Est véritablement humble celui qui part de l'humus. Et je vous rappellerai que la philosophie, elle part très humblement de l'expérience sensible que nous avons chacun d'entre nous. Je dirais comme Jésus lui-même, quand il a voulu donner la vue à l'aveugle-né, il est parti de la boue, il a fait de la boue avec la terre, il a élevé cette boue jusqu'aux yeux de l'aveugle. Et puis encore plus profondément, comme nous dit la Genèse, comme Dieu, quand il a fait l'homme, il a fait Adam le glaiseux, en hébreu c'est-à-dire le glaiseux, à partir de la terre. Rappelons-nous toujours notre origine. Peut-être qu'il y a Meshama, il y a peut-être l'esprit de Dieu qui souffle dans les narines de l'homme, mais reste qu'il part de la terre. Et notre expérience philosophique elle-même part de là. Bien souvent, les systèmes philosophiques ont été des idéologies parce que justement, elles oubliaient leur humble origine. Et que lorsque, dans un raisonnement, il y avait un trou, on le replâtrait à force de conceptualité et non pas par fidélité à la réalité. Et ça, je crois vraiment pouvoir le dire après la fréquentation d'un certain nombre de philosophes plus modernes et plus contemporains. On a vraiment l'impression que lorsque l'intelligence est trop courte, parce que la réalité est trop complexe, il y a comme un rajout tout à fait hétérogène et non fidèle à la réalité qui se fait de manière à permettre au système de boucler parce qu'il faut qu'il boucle. Et ça jamais. Je crois qu'il faut. Je crois qu'un des grands signes que nous sommes dans la vérité, moi, c'est des signes que j'utilise quand je suis face à quelqu'un pour savoir si vraiment je peux lui faire crédit. C'est lorsque la personne en face de moi est capable de dire de temps en temps « je ne sais pas ». Extrêmement important. On peut avoir confiance en quelqu'un lorsqu'il connaît ses limites et lorsqu'il les avoue. Quelqu'un qui a toujours raison, qui sait toujours tout, probablement qu'il ne sait pas grand-chose. Et je crois qu'en philosophie, il faut savoir parfois avouer « je ne connais pas la réponse ». Alors je crois bien que vous courez pas trop le risque actuellement de dire « je sais tout ». Mais il y a un moment où on peut se dire « ah, je suis tellement huilé intellectuellement que… ». Alors, et par rapport à ça, justement, je crois que c'est un des grands arguments à faire valoir par rapport à l'objection que vous aurez toujours jusqu'à la fin de vos jours. Ça n'est aucune espèce d'illusion là-dessus. On vous objectera toujours que pourquoi la philosophie, puisque les philosophes se contredisent. Alors on vous dira toujours ça, donc la philosophie c'est une espèce de vase fourre-tout où tous les chats sont gris. Mais je crois que ce à quoi il faut d'abord vous renvoyer vous-même et renvoyer celui qui vous objecte cela, c'est l'expérience toute humble de notre capacité à accueillir la vérité. Non pas la faire, mais l'accueillir. Et je crois que chacun de nous, si on accepte de nous arrêter, nous pouvons goûter ça. C'est que la lumière peut comme percer à travers les ténèbres d'une intelligence qui est davantage tournée vers le technique et vers l'imaginatif. Alors, quelles expériences fondamentales avons-nous fait? De 3 ordres. Et ce que j'aurais pu dire au début, je crois que maintenant ça sera beaucoup plus clair si je vous l'explicite dans ce dernier cours. Premier type d'expérience, toute simple, c'est que la nature même de notre intelligence demande qu'elle mette de l'ordre. Nous avons fait une expérience de l'ordre. On rappelle toujours la parole d'Aristote. Alors je le dis en latin, mais Aristote ne parlait pas latin. Sapientis est ordinare. Le propre du sage est de mettre de l'ordre, avec toute la belle connotation, non pas équivoque, mais analogue du mot ordre. L'ordre, c'est à la fois une chambre en ordre, et puis donner un ordre. Donc une connotation à la fois pratique et spéculative. Très intéressant de voir
dualité du mot ordre. Celui qui a peu d'ordre au niveau pratique, a généralement peu d'ordre aussi au niveau spéculatif. Dis-moi comment tu ranges ta chambre, je te dirai comment tu es philosophe. J'exagère, mais il y a une interconnexion, il y a un phénomène de feedback, comme diraient les cybernéticiens. Donc on a d'abord fait l'expérience de l'ordre. Alors l'ordre, ça ne se définit pas, c'est une notion première. On pourrait dire que l'ordre, c'est une mise en relation d'un certain nombre d'éléments avec quelque chose de premier. Si vous vouliez une définition, c'est davantage une description. On met de l'ordre à la mesure où on met en relation un certain nombre d'éléments avec quelque chose de premier. Je mets mes livres en ordre dans la mesure où ce qui est premier, c'est, l'ordre vertical ou l'ordre horizontal, et après ça, je les mets en relation. Or, rappelez-vous toujours cette distinction, ça sera au moins, j'espère que ce sera au moins cet acquis-là que vous allez garder de ce cours de philosophie. Le premier ordre, c'est la distinction entre spéculatif et pratique. Il y a deux grands ordres qui structurent l'intelligence. L'ordre spéculatif et l'ordre pratique. Ça, c'est une des distinctions les plus cruciales et les plus fondamentales. Je vous rappelle en deux mots, l'ordre spéculatif a pour objet ce que l'on contemple et ce que l'on ne fait pas. Dans l'ordre contemplatif, donc dans l'ordre spéculatif, je reçois spéculum miroir, je reçois comme dans un miroir les choses. Et sa finalité, c'est le vrai. Alors que l'ordre pratique a pour objet non pas quelque chose de contempler, mais quelque chose que je fabrique. Ça a pour objet, comme on dit, un opérable sur lequel j'opère. Et sa finalité, c'est le vrai. Vous vous rappelez, par exemple, un arbre peut être considéré par un botaniste contemplatif ou considéré par un horticulteur. C'est du pratique. C'est deux manières de considérer un même objet. Et c'est évident que le point de vue du botaniste et de l'ébéniste n'est pas le même sur l'arbre. Et la distinction, je vous rappelle, est tout à fait capitale parce que ce qui est premier, c'est l'ordre contemplatif, l'ordre spéculatif. D'abord, je dois recevoir les choses avant de commencer à agir. Qu'est-ce que vous diriez d'un chirurgien qui, ne sachant pas ce que c'est qu'un homme, commence à ouvrir un ventre pour le plaisir d'ouvrir un ventre, pour découvrir ce que c'est qu'un homme, justement. Il faut d'abord qu'il ait appris dans les livres ce que c'est qu'un homme, ou bien, je sais pas moi, un conducteur d'avion. Ah ben, je vais apprendre comment on conduit en conduisant dans un avion. Oui, ça serait bien. Ça serait un petit peu dangereux pour les passagers. Donc le contemplatif, le spéculatif prime le pratique. Ça veut dire que l'homo sapiens, toujours, prime l'homo faber. J'ai bien conscience de répéter des choses, mais comme ça permet au clou de bien s'enfoncer. D'ailleurs, si je voulais être complet, vous vous rappelez qu'au premier cours, nous avions parlé des 3 H qui structurent l'activité humaine. Il y a le domaine spéculatif, le domaine éthique et le domaine du faire. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine. J'avais dit que c'était les 3 H. En fait, la distinction fondamentale, c'est spéculatif, et dans le domaine pratique, il y a l'agir et le faire. On va appeler cette distinction-là. Mais donc, l'homo sapiens est premier par rapport à l'homo faber, et l'homo amans, si on veut, l'homme qui aime. C'est tout le domaine de la morale et de l'éthique. Mais toujours homo sapiens d'abord. Les 3, je vous rappelle, c'était la tête, la main et le cœur. Je ne ferai pas l'affront aux anglicisants de le répéter en anglais. Bien, donc première expérience, on a mis de l'ordre. Et comme toujours, c'est ça qui est important. L'intelligence, elle ne fonctionne pas n'importe comment. Aujourd'hui, on a l'impression que l'important, c'est de suivre sa logique propre. Alors, je sais pas, la logique du sentimental n'est pas la même. C'est évident qu'un sentimental, quand il regarde une rose, ne voit pas la même chose que le spéculatif quand il regarde une rose. Je suis désolé, il y a quand même un ordre, et un ordre pour chaque chose. On ne peut pas étudier n'importe comment, n'importe quoi. Deuxième grande expérience intellectuelle, et je vais davantage insister, après celle de la saisie de l'ordre, c'est celle de la saisie d'un certain nombre de concepts fondamentaux. Chacun fait l'expérience de lumière relative à un certain nombre d'idées. Ce qu'on appelle concept, en fait, c'est un nombre d'idées, de concepts qui sont tout à fait primordiaux. Et quand je parle de concept, je parle de... le concept, c'est ce qui est comme tel perçu par l'intelligence. Et là, j'ai insisté un petit peu. Nous avons fait, et nous ferons, j'espère,
l'expérience qu'une lumière de l'intelligence vaut plus et vaut infiniment plus que toutes les lumières sensibles. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais insister un peu là-dessus. Une lumière de l'intelligence, une lumière reçue dans l'intelligence, donc un concept perçu, vaut toutes les lumières sensibles. On pourrait appliquer là d'ailleurs les fameux ordres de Pascal. Il n'y a pas de commune mesure entre la matière et le spirituel, le matériel spirituel, comme il dit. Comme il n'y a pas de commune mesure entre la surface et le volume. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on est soumis à une inflation terrible de savoir, mais un savoir qui est finalement extrêmement parcellisé dans le sensible et le descriptif. Et une lumière intellectuelle, ce n'est pas une lumière d'abord du domaine de la description, c'est le domaine de l'intuition comme tel qui va saisir l'essence des choses et non pas la description des choses. Exemple. Par exemple, on peut par exemple étudier, je ne sais pas moi, comme Claude Lévi-Strauss, les 800 sociétés primitives, ce qu'il fait dans sa thèse de doctorat sur les structures élémentaires de la parenté. Donc on peut extrêmement bien connaître les différents types de sociétés pour découvrir quels sont les invariants culturels, pour connaître qu'est-ce que c'est qu'un homme, bon très bien. Mais faire ces études extrêmement atomisées, mais extrêmement en même temps précises et riches, ça ne vaut rien si je ne sais pas ce que c'est qu'un homme. Savoir ce que c'est qu'un homme a plus de valeur que tout connaître sur tous les différents types de sociétés primitives. Et ça, il faut en être convaincu. Une lumière intellectuelle sur, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est qu'un vivant, ça vaut tous les traités de science qui vous précisent les choses dans le moindre détail, mais qui ne vous donnent pas le ce que c'est. En l'occurrence, qu'est-ce que c'est que l'essence de l'homme, qu'est-ce que c'est que l'essence de la liberté, qu'est-ce que c'est que l'essence de la conscience, etc. Et ça, il faut en être convaincu. Extrêmement important. C'est une des choses qui manque le plus aujourd'hui. Je ne sais pas, par exemple, vous pourriez être hyper spécialiste en matière d'acide désoxyribonucléique, bon, l'ADN, tout connaître la distinction entre exon, intron et autres transposons, enzymes allostés, etc. Bon, très bien. Et ne même pas savoir ce qu'est la différence entre vivant et non vivant. Or, cette distinction toute simple que nous avons vue en cours, rapidement je vous le concède, mais nous l'avons vue, cette distinction toute simple est une distinction qui est une lumière pour l'intelligence et qui vaut bien plus que toutes les descriptions qui n'éclairent pas immédiatement l'intelligence, qui enrichissent l'expérience, sans aucun doute, mais qui n'éclairent pas l'intelligence. Et ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant à ça. L'important, c'est que notre intelligence comme telle reçoive ces lumières qui sont fondamentales et qui sont structurantes. Alors donc, les quelques lumières que vous avez pu avoir, même si elles ne sont pas brillantes, elles sont très précieuses. Rappelez-vous toujours le mot de Madeleine Delbrel, je ne sais pas si vous l'avez déjà cité. Briller n'est pas illuminer. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Aujourd'hui, on veut être très brillant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lumière froide. C'est une lumière qui ne réchauffe pas, des lumières qui justement ne structurent pas, ne donnent pas un ordre à l'intelligence. C'est important, ça, je disais, une étude statistique qui montrait la fréquence assez effrayante d'immaturité intérieure et affective chez les grosses têtes, chez les gens qui ont des quotients intellectuels très élevés. Pas seulement une question de quotient moral, mais une question seulement de maturité affective. C'est que on peut donc avoir une connaissance extrêmement riche, extrêmement proliférante du point de vue de l'imagination, du point de vue de la description des choses, et pas ces quelques lumières toutes simples qui sont qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est que le respect de l'autre, etc. Et d'ailleurs, ça vous montre aussi une chose, c'est que ces expériences intellectuelles, tout le monde peut les faire. Et de ce point de vue-là, si tout le monde n'est pas appelé à être scientifique, je vous l'ai déjà dit, tout le monde à ce compte-là est appelé à être philosophe. Et ça, il n'y a pas de doute. Tout le monde est appelé à recevoir ces lumières essentielles qui sont qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est que la finalité, qu'est-ce que l'ordre de l'univers, etc. En même temps, il faut du temps, j'en reparlerai. Plus précisément, quelles sont ces expériences intellectuelles fondamentales qui sont décisives pour nous-mêmes? Et quand je parle d'expérience intellectuelle, je veux dire par là que on le touche du doigt lorsqu'on goûte tout à coup une espèce de lumière qu'on n'avait pas avant. Tout à coup, on se alors, en général, je sais que c'est une espèce de faux follet, c'est ou bien comme une étoile filante, elle vous file entre les doigts comme une savonnette. Bon, peu importe. L'important, c'est qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui se déchire en vous, comme une espèce de lumière qui apparaît. Vous savez qu'il y a quelque chose, il y a une expérience intellectuelle qui est possible. Alors après ça, il faudra
y revenir, travailler, etc. Mais l'important, c'est d'avoir perçu que vous pouvez faire cette expérience. Alors donc, quelles sont les grandes intuitions fondamentales, les grandes expériences intellectuelles? Alors j'ai essayé un peu de les systématiser sans vouloir être exhaustif. On pourrait dire que ce sont toutes les grandes expériences qui permettent d'établir les distinctions essentielles. Donc, ce sont les expériences qui permettent d'établir les distinctions essentielles, donc la mise en ordre principielle fondamentale. Distinction d'ailleurs du genre, on va voir, vivant, non vivant, etc. Petite parenthèse, c'est intéressant de voir, ce sont ces fameuses distinctions que brouille, mais non sans raison, la littérature fantastique. Je parlais avec un spécialiste de littérature fantastique, une personne qui a fait un travail dessus, et qui me disait, c'est tout à fait intéressant, que la littérature fantastique, c'est dans le domaine où justement on n'arrive plus à voir distinction entre le rêve et la veille, on ne voit plus de distinction qu'il y a entre l'animal et l'homme, etc. Et cette personne me disait, mais c'est curieux, la littérature fantastique, qui est donc une littérature qui se pose des questions métaphysiques, des questions essentielles, or sous forme critique, vous savez quand est-ce qu'elle est apparue? Elle est apparue en plein XVIIIe siècle, à l'époque du siècle des Lumières, à l'époque où justement la métaphysique était rejetée comme un stade prélogique de l'intelligence. Et donc intéressant de voir que ces distinctions-là, que sous forme beaucoup plus littéraire, la littérature fantastique remet en valeur, ce sont des distinctions qui sont structurantes. Et si c'est réapparu dans la littérature, c'est parce qu'il y avait un besoin intellectuel auquel la science positiviste, la science dite des Lumières, ne répondait pas en plein XVIIIe siècle. Alors ça ressort aussi aujourd'hui en science-fiction, mais sous forme plus bâtarde. Alors, quelles sont ces distinctions? J'en retiendrai 4 et 3. 7, c'est par hasard. Il y a d'abord 4 distinctions qui sont des distinctions structurant notre vue de l'univers. 4 distinctions qui nous permettent de hiérarchiser les différents êtres au sein de l'univers. La première distinction, c'est celle du naturel et de l'artificiel, ce qui est de la nature et ce qui est de l'art. C'est la toute première distinction, la distinction entre naturel et artificiel. Et je vais reprendre à chaque fois des choses que vous connaissez et je vais les rappeler. Et tout ce que je vous demande, c'est justement de redécouvrir avec étonnement le pourquoi. Alors, la distinction entre naturel et artificiel, ça vient, par exemple, de la méditation, de la distinction qu'il y a entre l'oiseau qui vole, c'est naturel que l'oiseau vole, et la pierre à qui il n'est pas naturel de voler. Alors, on prend cette expérience toute simple et on médite dessus. Et si on médite jusqu'au bout, vous vous rappelez, eh bien, on commence à comprendre la distinction entre nature et artifice, nature comme principe intime de mouvement. De même, je ne sais pas la distinction qu'il y avait entre l'avion qui vole, mais il vole par art, et l'oiseau qui vole, mais lui qui vole par nature. Deuxième distinction, la distinction qu'il y a entre vivant et non vivant. Là, l'expérience toute simple sur laquelle il faut méditer, c'est l'expérience de la capacité de se nourrir et de croître. Comment se fait-il qu'une plante peut se nourrir et grandir sans perdre son unité? Alors que vous vous rappelez qu'un cristal, qui est le minéral le plus parfait, lui ne peut croître que par agrégation extérieure. Alors là aussi, si on médite là-dessus jusqu'au bout, on perçoit la distinction, qui est à la fois toute simple et toute profonde. Alors là, c'est toujours pareil. On passe du temps sur cette expérience, on s'étonne, et au bout, la lumière peut commencer à filtrer. Il faut passer du temps. Troisième grande distinction structurante, la distinction entre végétal et minéral d'une part, donc tout le domaine du non-connaissant, végétal-minéral, et d'autre part, l'animal.
Et vous vous rappelez, c'est la distinction entre être qui connaît et être qui ne connaît pas, entre le connaissant et le non-connaissant. Là, il faut méditer sur la différence qu'il y a entre regarder une tarte aux pommes et la manger. Distinction tout à fait importante et vitale. Comment se fait-il que, dans un cas, lorsque je mange, la chose disparaît, dans l'autre cas, elle ne disparaît pas. Et dans les deux cas, il y a bien un devenir et un rapport avec cet objet. Et dans les deux cas, je deviens autre ou l'autre. Plus précisément, lorsque je mange, je deviens autre, et la chose disparaît. Et lorsque je connais, je ne deviens pas autre, mais je deviens l'autre, vous vous rappelez. Donc méditer sur l'expérience extraordinaire donc de la connaissance. Qui disait, un certain Averroès, réalise dans l'homme l'unité du connaissant et du connu est une unité plus grande dans l'homme que l'unité entre le corps et l'âme, disait Averroès. Tout à fait étonnant comme réflexion. Il n'y a pas, ça fait partie des unités les plus profondes qu'il y a en nous. Alors là aussi, méditez là-dessus. Comment se fait-il que, vous regardant, vous veniez en moi et que je ne perde pas ce que je suis? Alors, lorsque la table acquiert la couleur verte, elle perd la couleur jaune qu'elle avait avant. Comment ça se fait? Enfin, quatrième distinction. En fait, c'est pas une véritable distinction. C'est donc comment accéder à l'homme et ce qui le spécifie, à savoir sa spiritualité. Donc une distinction, on pourrait dire, entre animal et homme. Si je vous dis c'est pas une véritable distinction, c'est qu'en fait, la perception de la spécificité de l'homme est plutôt au terme d'un raisonnement qu'au terme d'une expérience. Reste que, je pense quand même que l'on peut avoir une expérience de notre spiritualité, je vous rappelle, par l'expérience donc de notre capacité à réfléchir et à intérioriser. Vous vous rappelez, nous avions vu ça? Nous pouvons réfléchir sur nous-mêmes. Nous pouvons, par exemple, penser que nous pensons. Nous pouvons aimer notre amour, etc. Alors que le sens de la vue, qui est propre à l'animal, ne peut pas voir qu'il voit. Donc, l'œil ne peut pas voir qu'il voit parce que l'œil est matériel, alors que l'intelligence peut comprendre qu'elle comprend du fait de son immatérialité. Et donc, à travers ça, cette expérience toute simple, il y a quelque chose de tout à fait spécifique et propre à l'homme. Et donc, reprenons donc ces 4 distinctions, naturel, artificiel, vivant, non vivant, connaissant, non connaissant, animal, homme. Nous avons avec ça la structure même de l'univers, structure toute simple, mais qui est tout à fait décisive pour nos rapports avec l'univers et pour notre compréhension de l'extraordinaire harmonie qui y règne. Mais il faut encore aller plus loin. Et là on va davantage faire référence au cours de métaphysique. Il faut, au sein même des êtres, découvrir qu'il existe une distinction et une composition. Non seulement il y a des distinctions entre les êtres, mais il y a des distinctions au sein même des êtres. Distinction ontologique, de ontos, être. La première distinction, c'est la distinction entre substance et accident. Maintenant, ces mots n'ont plus de secret pour vous, même s'ils ne meublent pas encore votre univers quotidien et vos conversations, ça ne saurait tarder. Restez quand même convivial. Et là, l'expérience à méditer, pour percevoir ça, ça peut être tout bêtement, par exemple, le fait que ce livre est rouge, et pourtant que la rougeur n'existe pas en soi. La rougeur n'existe pas. Il y a une distinction entre le rouge et le livre. La rougeur n'existe pas comme telle, c'est le livre rouge qui existe. Et c'est une... don de soi.
la distinction entre substance et accident dans la mesure où la rougeur, c'est ce qui arrive, et comme la rougeur n'existe pas, la rougeur n'est qu'un accident. Par contre, le livre, c'est ce qui existe comme être subsistant. Vous vous rappelez, tout ça, je ne détaille pas, on avait vu ça en détail, mais ça a des conséquences immenses, vous vous rappelez, en morale. Par exemple, si on ne distingue pas ça, on va geler quelqu'un dans son opération. On va dire, le voleur n'est qu'un voleur parce qu'il a posé un acte de vol. Vous vous rappelez, donc, l'accident va tenir lieu de substance, etc. On a vu donc les conséquences immenses de l'oubli, cette distinction fondamentale. Vous n'êtes pas que vos accidents. Deuxième distinction, encore plus fine, c'est la distinction que nous avons faite au sein même des êtres, dans leur substance, entre ce que nous avons appelé matière et forme. Toute substance est composée de matière et de forme. L'expérience fondamentale à méditer, c'est l'apparition des êtres nouveaux. Notamment, vous vous rappelez, l'expérience, c'est comment, à partir du jaune et du blanc, arrive-t-on à un petit poulet? Alors, n'ayez pas mauvaise conscience en méditant ça, parce que sinon, vous ne pourrez plus manger d'œufs sur le plat, mais donc, comment passe-t-on donc du blanc et du jaune au poulet, ou bien comment passe-t-on de hydrogène-oxygène à l'eau? Donc, l'apparition des êtres nouveaux. S'il n'y a pas de distinction entre matière et forme, je n'explique pas pourquoi les êtres sont différents. Les êtres ne seront qu'accidentellement différents, de même qu'un mur de briques est différent du tas de briques. Mais les distinctions sont tout à fait accidentelles. Finalement, l'homme ne sera qu'un super animal, l'animal ne sera qu'un super végétal, qui sera lui-même qu'un super minéral, qui sera lui-même qu'un super tas d'électrons. Et donc, si je boucle le syllogisme, l'homme ne sera qu'un super tas d'électrons. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi je le traite différemment du tas d'électrons. Je pourrais éventuellement l'accélérer dans un accélérateur de particules. Troisième distinction, et là je creuse au plus profond, c'est la distinction entre essence et existence. Et ça, c'est l'expérience la plus fondamentale au niveau de notre intuition des choses. Alors là, il faut réfléchir, méditer. Méditer, vous vous rappelez que ça veut dire ruminer, l'étymologie du mot méditer. Nous sommes des ruminants. Il faut réfléchir longtemps et souvent sur l'expérience merveilleuse de notre existence. Nous existons, et en même temps, et ça c'est plus angoissant, les existentialistes nous le rappellent, nous aurions pu ne pas exister. Donc à la fois l'expérience de l'existence et de la contingence de l'existence. Alors, non pas pour s'en effrayer comme un Heidegger par exemple, pour voir que nous sommes jetés là, non pas pour voir notre contingence comme un de trop, parce que c'est comme ça que Sartre l'interprète. Sartre nous dit l'homme est de trop, tout le monde est de trop, moi-même je suis de trop, mais inverser cette dialectique et au lieu de voir la contingence comme un de trop, la voir comme un don. L'existence n'est pas d'abord quelque chose qui est une espèce de fatalité, mais comme un reçu. L'existence, vous l'avez reçue. C'est pour ça que c'est un don. Et c'est extrêmement profond et important de percevoir ça. C'est vrai que vous auriez pu ne pas être là, mais vous recevez l'existence et c'est votre essence, votre nature humaine qui reçoit l'existence. Vous êtes en effet possible. Votre essence est possible, votre essence individuelle comme telle est possible, et vous recevez l'existence. Alors on peut considérer ce recevoir comme une dette, c'est ce que dirait Lacan, ou bien au contraire comme un don. Comme l'enfant qui reçoit le langage peut après ça en vouloir à ses parents parce qu'il a reçu une dette, ou bien dire mais merci. Et c'est très très important pour, justement, pour répondre à un Jacques Monod qui nous dit mais je suis apparu par hasard. Oui, je suis apparu par hasard, c'est vrai, mais comme dit Ratzinger, qui reprend l'argument, mais ce hasard est le signe que justement je ne suis pas nécessaire, et si je ne suis pas nécessaire, c'est que j'étais là, j'étais créé par amour. La seule explication du fait que je suis là,
de ma non-nécessité, c'est l'amour. Parce que justement, si j'étais là par nécessité, je pourrais avoir un doute sur la raison de mon existence. C'est extrêmement important. Si j'étais là par nécessité, je pourrais dire, bon, mais il faut que je sois là. Je devais nécessairement émerger du singe. Mais justement, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui fait que je suis là? Ben, il y a peut-être une volonté antécédente d'amour qui fait que je suis là. Donc, renversons cette espèce de problématique de la fatalité, de la contingence, de la déréliction, comme dit Heidegger, de l'être pour la mort, etc., en don, en gratuité, en oblation, etc., en réception de l'existence. C'est extrêmement... Alors, méditez là-dessus parce que c'est un des secrets les plus profonds de la compréhension du rapport essence-existence, et pour les plus métaphysiciens, du rapport acte-puissance. L'acte, c'est le don. La puissance, c'est la réception. Nous sommes faits comme ça. La structure de l'homme est une structure de réception et de réceptivité. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est une structure essentiellement féminine. La femme a beaucoup à nous apprendre de ce côté-là, c'est-à-dire dans sa capacité à recevoir. Non pas passivité, mais réceptivité. Troisième grande expérience intellectuelle, après l'expérience de la mise en ordre, deuxième expérience d'un certain nombre d'intuitions fondamentales, expérience de quelques démonstrations premières et décisives. Donc, après avoir saisi quelques expériences et intuitions premières, nous allons maintenant voir aussi que parmi nos expériences, il y a l'expérience d'un certain nombre de démonstrations. Par parenthèse, ça correspond à la distinction première et troisième opération de l'esprit. Nous avons aussi fait l'expérience que notre raison pouvait discourir et atteindre la vérité, pas seulement par un acte intuitif, ce que nous venons de voir, mais aussi au terme d'un chemin. Je vous rappelle que l'intelligence qui discourt, c'est ce qu'on appelle la raison. L'intelligence est à la raison ce que le point est à la ligne. Et nous avons fait l'expérience que, en mettant de l'ordre, nous pouvions démontrer des choses. Nous n'étions pas seulement rivés à avoir une vie faite d'intuitions angéliques, ponctuelles, mais que nous pouvions, moyennant de la patience, en s'arrêtant à chaque étape, parcourir des chemins et démontrer des choses. Donc l'intelligence a capacité d'atteindre le vrai par démonstration. Alors c'est parfois ardu, on a parfois dû peiner. Vraiment, nous étions encordés. Alors reprenons quelques-unes des démonstrations les plus fondamentales qui ont permis à nos intelligences de prendre confiance en leur capacité discourante. Une première, nous avons essayé de montrer que la nature était finalisée. Donc il y avait une finalité dans la nature. Première démonstration tout à fait capitale. Donc la nature n'était pas chaotique, mais qu'il y avait une finalité. Alors là encore, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de la finalité dans la nature et comment est-ce qu'il y a de la finalité dans la nature, il suffit de partir de l'expérience quotidienne et très simple. Par exemple, vous êtes ici. Vous êtes ici parce que vous êtes sorti de chez vous, mais le fait d'avoir mis un pied devant l'autre n'est pas suffisant pour expliquer que vous soyez arrivé ici. Donc, l'ordre des causes efficientes n'explique pas pourquoi vous êtes venu ici et vous êtes arrêté ici au lieu de continuer. Eh bien, cette expérience extrêmement courante, extrêmement fréquente pour la vie humaine, peut s'appliquer à la nature. Quand on voit le développement d'un être, d'un embryon par exemple, le simple ordre des différentes opérations qui permettent à l'embryon de devenir un petit enfant par exemple, ou un fœtus, ne s'explique pas par le seul ordre des causes efficientes. L'ordre lui-même ne s'explique pas par les causes efficientes. Il y a quelque chose de plus. Qu'est-ce qui m'explique l'harmonie? Et ultimement, c'est le terme, c'est la finalité. Donc là aussi, en méditant donc sur la croissance des êtres, par exemple, on peut comprendre que la finalité existe au sein de l'univers. Et donc, par là même, on perçoit à quel point notre intelligence peut démontrer des choses. On n'est pas voué à se dire le mécanisme comme le finalisme, les deux hypothèses se tiennent. Non. On peut démontrer la finalité en méditant donc sur ces expériences toutes simples. Deuxième expérience intellectuelle de démonstration extrêmement capitale,
Vous vous rappelez, c'est la démonstration que nous avons faite de l'existence en nous d'une âme spirituelle, donc immortelle. Alors, je ne vais pas vous refaire la démonstration, mais là nous avions aussi parcouru ce nombre d'étapes. Notamment, nous étions partis du fait que l'intelligence a un objet immatériel. Nous sommes remontés de l'objet à l'opération, de l'opération à la faculté au sujet. Et du sujet immatériel, nous sommes remontés au sujet immortel, parce que ce qui est immatériel est immortel. Et donc là aussi, nous avons fait tout un chemin, tout un parcours, partant de choses que tout le monde connaît, pour accéder à quelque chose que vous ne connaissiez pas, ou bien que vous connaissiez par d'autres biais. En tout cas, nous avons démontré par tout ce chemin, pas à pas, quelque chose d'extrêmement important qui est l'immatérialité et l'immortalité de l'âme dans l'homme. Troisième type de démonstration que nous avons fait, toujours aussi importante, nous avons vu que le bonheur de l'homme était dans l'amour d'une personne, que le bonheur de l'homme consistait dans l'amour d'une personne. Et plus précisément dans l'amour d'une personne qui avait pour nom Dieu. Alors là aussi, on a parcouru un certain nombre d'étapes. Premièrement, on a dit que le bonheur était un acte, et non pas une passivité, non pas un état. On a vu ensuite que le bonheur était un acte propre à l'homme, non pas un acte des facultés sensitives. On a vu ensuite un acte d'amour. Un acte d'amour, pas n'importe quoi, pas un acte d'amour de mon amour, mais un acte d'amour d'une personne. Et enfin, de la personne par excellence, la seule personne capable de combler mon appétit d'infini, la personne de Dieu, et donc le bonheur était un acte d'amour de Dieu. Et donc là aussi, on est parti de l'expérience toute simple que nous avions, et parcourant ces différentes étapes, nous avons démontré quelque chose de tout à fait important. Bien. Alors, on pourrait dire encore beaucoup d'autres choses. On a aussi démontré que le bien de l'homme était un bien commun, etc. Et que dire l'existence de Dieu, dont on a guère parlé, parce que là, ça demanderait vraiment des développements assez importants. Mais en tout cas, vous vous rendez compte que toutes les vérités auxquelles nous avons abouti au terme d'un certain nombre de raisonnements étaient des vérités absolument cruciales et tout à fait essentielles. Et que la philosophie touchait donc des domaines qui collaient à la peau de l'homme. Bien. Après avoir vu ces trois grandes expériences, et donc après avoir comme récapitulé le chemin que nous avons parcouru, avoir jeté un coup d'œil derrière nous, maintenant jetons un coup d'œil devant nous. Faisons un petit peu de prospective. Là, nous serons rapides. Alors, je vous disais au début que j'espérais qu'après tous ces cours, nous soyons devenus un peu plus philosophes. Alors, une dernière fois, ça va être un petit peu bateau, mais je crois que c'est intéressant. Penchons-nous sur la fameuse étymologie du mot philosophe. Ce terme bien modeste, mais bien ardent. Le philosophe, c'est donc l'amoureux de la sagesse. Philosophia. Exploitons un peu cette étymologie célèbre. Donc la philosophie dit d'abord une sagesse. Et le propre d'une sagesse, c'est non pas d'abord d'être une accumulation de savoir, mais comme je vous le disais au début, c'est d'abord, le propre d'une sagesse, c'est d'abord une mise en ordre, la fameuse tête bien faite de Montaigne. Le propre donc de la sagesse, c'est de vous ordonner. C'est ce dont on a le plus besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, la crise de la science, comme je vous disais, est essentiellement une crise de la sagesse. Alors de ce point de vue-là, il est important de percevoir que on a tous, donc ça c'est pour l'avenir, on a tous à demander d'être des contemplatifs. La sagesse, contrairement à la science, ne s'acquiert pas au bout d'une grande érudition, mais s'acquiert à force de paisible et patiente contemplation de la réalité. La sagesse suppose recueillement et silence. Ça vaut la peine
de prendre qu'il y ait des zones de silence dans nos vies pour reprendre et reméditer ce que nous avons vu. Ne cherchez pas à accumuler, à rentrer dans beaucoup de bouquins, je veux dire. Quand vous avez compris quelque chose, il vaut mieux, quand on lit quelque chose, s'arrêter à chaque fois qu'une lumière vient, que de parcourir 50 pages en 1 heure en se disant « j'accumule le plus possible de choses ». Non. Ayons le courage, je dis bien le courage, de nous arrêter quand quelque chose nous interpelle. Arrêtons-nous et goûtons ça. Goûtons-le jusqu'au bout. Puis quand on l'a bien goûté, passons à autre chose. Ça vaut tous les livres du monde, vous savez. Parfois, on peut avoir 10 lumières avec un seul livre et 3 lumières avec 50 livres. Je vous parle malheureusement d'expérience. Donc là aussi, soyez cette grande patience. Vous vous rappelez que sagesse, ça vient de sapere, sapientia. Ça vient de sapere qui veut dire goûter. Le sage est celui qui sait goûter les choses. Et ainsi, on apprendra à goûter les trois grandes finalités qui sont au terme des 3 grandes parties de la philosophie. Au terme du spéculatif, c'est le vrai. Au terme de l'éthique, c'est le bien. Et au terme du poétique, de l'esthétique, c'est le beau. On apprendra des contemplatifs du vrai, du bien et du beau. Mais deuxièmement, la philosophie dit amour et amitié. Elle n'est pas qu'une sagesse, elle nous dit amour et amitié. Et l'amitié, nous dit Aristote, a 3 caractéristiques. C'est Aristote qui nous dit ça dans l'Éthique à Nicoma, qui dit qu'il y a une triple note qui spécifie l'amitié. Dans toute amitié, on doit trouver 3 choses. La première, c'est que l'amitié n'est pas n'importe quel type d'amour. L'amitié, comme on dit, est un amour de bienveillance. L'amour de bienveillance, classiquement, s'oppose à l'amour dit de concupiscence. L'amour de bienveillance, c'est l'amour par lequel j'aime l'autre pour l'autre. L'amour de concupiscence, c'est l'amour par lequel j'aime l'autre pour moi. Alors, attention, le mot concupiscence ne lui donnez pas une connotation morale. Il est évident que j'ai un amour de concupiscence pour ma voiture. J'aime pas ma voiture pour elle-même, même si c'est une adorable coccinelle. Il y a des choses qu'il est normal d'aimer pour soi. Par contre, une personne doit s'aimer pour elle-même. Eh bien, je crois que la philosophie demande un amour comme tel. Bon, pour soi, c'est vrai, un amour de concupiscence, mais aussi un amour d'amitié, au sens où, un amour de bienveillance, au sens où il faut qu'il y ait une gratuité dans notre amour. La philosophie suppose la gratuité de la contemplation. C'est très important. On aime le vrai pour lui-même, non pas seulement pour les dilatations qu'il nous apporte, pour les lumières qu'il nous apporte. On aime le vrai pour lui-même. Parce que si on l'aime pour nous, tôt ou tard, on en viendra à fabriquer le vrai. Et vouloir avoir des vérités à notre mesure. C'est très important d'avoir cette part de gratuité. Et je pense que vous l'avez expérimenté. Le fait d'être venu en cours, prenant du temps le soir, etc. Eh bien, ça suppose qu'il y ait une part de gratuité en vous, que vous acceptez de passer du temps. Et il faut retrouver cet appel à la gratuité. Que la philosophie, dirais-je, demeure toujours en vous à la fois le signe et la condition, la possibilité d'exercice de la gratuité. On en a bien besoin, bien besoin. C'est ce qui manque le plus. Des liens de simple justice sont terriblement douloureux. Donnant. Deuxièmement, l'amitié suppose une communauté de vie. L'amitié ne suppose pas seulement qu'un amour de bienveillance, elle suppose une fréquentation et une communauté de vie. Si vous dites que vous aimez bien un ami, que ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas écrit, pas téléphoné, pas vu, j'aurais un petit doute sur votre amitié. Donc, l'amitié suppose une convivialité. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous invite et que je vous encourage d'abord à reprendre ce que nous avons vu. Il faut le reméditer souvent. Comme disait saint Thomas, il disait, il faut méditer souvent ce que l'on veut comprendre. C'est un grand principe. Et donc, aidez-vous de livres, mais je ne sais pas moi, passez
un petit temps chaque semaine. Reprenez les choses. Et la fréquentation, d'abord, vous familiarise avec un vocabulaire qui généralement effraie. Alors, l'obstacle du vocabulaire disparaît. Et puis, petit à petit, ça va devenir une espèce de tableau de bord dans votre existence courante. Les notions qui, au début, étaient un petit peu détachées comme abstraites, vont devenir beaucoup plus monnayables. Vous allez pouvoir l'appliquer. Moi, je vous parle d'expérience. J'en connais beaucoup qui, petit à petit, apprennent à se rendre compte que, je sais pas, moi, par exemple, la distinction spéculative pratique, ça peut avoir un sens très concret, même bien commun, ça peut avoir une application très concrète dans la vie courante. Toujours de ce point de vue-là, concrètement, c'est important que votre fréquentation soit aidée par des maîtres, notamment par des livres qui vous aident. Même si vous devez donc vous fier, comme je vous disais tout à l'heure, à votre expérience, c'est quand même important que vous ayez une manuductio, comme on dit, qu'il y ait un maître qui vous précède sur les pentes escarpées de la philosophie. Tout seul, c'est un peu périlleux pour vous. Les cours aussi sont importants, parce que les pythagoriciens avaient bien compris, la philosophie, c'est d'abord le domaine de l'acoustique. Chez les pythagoriciens, la propédeutique, les premiers cours, les premières années s'appelaient acoustique parce que l'élève n'avait pas le droit de copier, il devait juste écouter. D'ailleurs, au Moyen-Âge aussi, le premier diplôme, la première année s'appelait l'auditorat. Après ça, j'étais lecteur, c'était le lectorat, mais d'abord auditorat. Je devais écouter. Enfin, l'amitié suppose la réciprocité. L'amitié est donc d'abord un amour de bienveillance, elle suppose une communauté de vie, et enfin elle suppose une réciprocité. L'amitié unit, l'amitié est symbolique au sens propre du mot symbole. Vous savez que le symbole, autrefois, ça correspondait. Lorsque deux amis savaient qu'ils n'allaient pas se rencontrer pendant un bon bout de temps, ils prenaient une assiette, la cassaient en deux, et puis, après un long temps, quand ils se retrouvaient, ils ajointaient les deux bouts de l'assiette, et ces deux bouts d'assiette s'appelaient justement ce qu'on appelle le symbole, symbolon, ce qui s'unit, ce qui est jeté avec. Et donc, l'amitié, c'est ce qui unit, et ce qui suppose donc une réciprocité. Mais là, il est certain que la réciprocité avec Dame Philosophie, ou Dame Sophie plutôt, est assez limitée. Et je pense que c'est là où on perçoit et on commence à goûter que la philosophie ne peut pas combler le cœur de l'homme. Et c'est extrêmement important. La philosophie peut contribuer au bonheur, mais il ne fera pas votre bonheur. Parce que justement, il n'y a de véritable amitié qu'avec une personne. Et je pense que la philosophie vous permet de goûter qu'il y a comme une béance, une ouverture en vous. Il y a une soif de vérité qui est une soif totalisante que la philosophie comme telle ne peut pas étancher. Il y a une ouverture qui est même d'ailleurs à mon avis qui est une ouverture douloureuse parce que vous vous rappelez le nombre de questions que nous avons ouvertes qui n'ont pas pu fermer, par exemple sur la nature du bonheur, etc., sur la raison de la finalité. Eh bien, ces béances qui sont douloureuses, moi je les appelle proprement même des blessures. La philosophie est là pour nous montrer du doigt la blessure qu'il y a dans notre cœur. Et une blessure profonde par rapport à la vérité qui justement n'est pas totalement atteinte par la philosophie. André Frossard utilisait une belle image, il disait « J'ai l'impression que l'ange qui est à la sortie du paradis terrestre, avec son grand glaive, est là pour nous trancher en deux chacun de nous et pour nous ouvrir. Et l'homme passe sa vie à s'ingénier, à fermer cette blessure qui est en lui, à la colmater, et Dieu lui s'efforce à chaque instant de l'ouvrir pour nous montrer « Mais non, tu as en toi une soif d'infini qu'il ne faut pas fermer. » Alors justement, donc je crois que profondément la philosophie nous montre que nous sommes faits pour la vérité, mais ultimement, nous sommes faits pour une vérité qui n'est pas qu'abstraite, qui n'est pas que conceptuelle, mais une vérité qui doit être personne. Parce que l'amour qui est en nous, et l'amour de vérité qui est en nous, et qui est en chacun de nous qui sommes philosophes, en puissance en herbe, c'est vrai, mais dans l'herbe, il y a l'arbre. Cet amour de la vérité qui est déposé en nous ne peut véritablement s'accomplir que si nous nous tournons vers celui qui personnellement s'est révélé comme vérité. Jean 14,6. Je suis la vérité. Et je dirais que le mouvement même de la philosophie finalement se résume dans la parole de Saint Paul aux Corinthiens, une très belle formule qui montre un petit peu, manifeste tout le mouvement ascensionnel de toute personne qui s'adonne à la philosophie, qui est « Tout est à vous, messieurs, mesdames les philosophes, tout est à vous. Mais vous êtes au Christ,
et le Christ est à Dieu.